Madame, Monsieur, bonsoir, ravi d'être avec vous pour suivre l'actualité de ce mardi. Voici les titres de l'actualité. Au lendemain du décès de l'enfant emporté par les eaux de caniveau à Kaweni, de nombreuses interrogations se posent après le drame. Quelles sont les différentes responsabilités qui ont conduit à cette tragique disparition? Nous ferons le point dans un instant. Nous parlerons économie dans ce journal avec le passage aux 35 heures à Mayotte depuis le début de l'année. Quelles retombées, quelles conséquences, comment la loi s'applique-t-elle dans les entreprises locales? Analyse et précision à suivre. Et puis du social ce soir avec le séjour à Mayotte du président de l'ALEFPA, l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie. Une visite auprès des acteurs sociaux et dans les structures qui accueillent les personnes en difficulté. Nous serons en direct de Mamoudzou avec le président. Pourquoi les caniveaux n'étaient-ils pas couverts? Comment l'enfant se trouvait dehors en vigilance orage? Où étaient les parents à l'heure de l'incident? Autant de questions qui se posent après le drame de Kaweni. Nous avons cherché à obtenir des réponses dans ce reportage dans Liatbouanaïssa et Fahar Housseni. Un peu plus de 30 minutes dans un caniveau rempli d'eau de pluie en furie, le temps pour les riverains de casser le béton pour le repêcher, c'était déjà beaucoup trop. Alors que le département était en vigilance orage, les enfants devaient être tenus à distance des caniveaux, ravines et rivières par crainte de débordement. À Kaweni, ces accidents sont récurrents quand on sait que les caniveaux en période de forte précipitation sont très prisés par les enfants, qui plus est des caniveaux non couverts. Quand on dit qu'un enfant est tombé dans un caniveau à ciel ouvert, ça pose un problème. Parce que les caniveaux doivent peut-être être à ciel ouvert, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand il y a eu cette pluie-là qui était un peu plus hors de commun, la préfecture a dû déclarer qu'il y avait cyclone jaune, rouge ou vert, ainsi de suite. Et qu'à partir de ce moment-là, la mairie devait nécessairement prendre des dispositions pour pas que les gamins soient dans la rue en train de courir à gauche et à droite. Chaque Kashkazi à Mayotte, les noyades dans les caniveaux sont responsables de décès d'enfants à Kaweni. Et selon l'agence sanitaire Santé publique France, en 2018, 5 noyades mortelles ont été recensées par les pompiers de Mayotte. Et à chaque fois, c'est la mairie de Mamoudzou qui est pointée du doigt. J'ai ordonné au service de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place tout ce qui a été mis depuis notre arrivée ici. Ça veut dire que chaque année, avant l'arrivée des pluies, nous nettoyons les caniveaux, nous sécurisons et nous faisons en sorte qu'il n'y ait pas de drame pareil. Un vaste chantier de curage, d'entretien et de sécurisation de ces caniveaux d'un montant de 2 millions d'euros est actuellement à l'étude selon le maire de Mamoudzou. Des intempéries qui ont causé également beaucoup de dégâts au niveau de l'environnement. Avec la coulée des eaux, ce sont plusieurs tonnes de déchets qui se sont déversés sur les différentes plages de l'île. Illustration dans la commune de Koungou avec Hachim Saïd Hachim et Atoumani Simba. La plage de Koungou est un dépotoir. On y trouve toutes sortes de détritus, des déchets d'aluminium, de la ferraille et du plastique en grosse quantité. Les efforts de nettoyage effectués ces derniers temps se résument en tonnes. Aujourd'hui, les ordures reviennent comme si rien n'a été effectué. À rien, jamais. Pourquoi enlever 20 tonnes dans la dernière étape avant de la lagune, c'est quand même important. Donc, quand on ramasse des déchets, c'est jamais inutile. Des déchets, la place des déchets, c'est le traitement. Sur le front de mer de Koungou, la population est sensibilisée à la propreté de l'environnement, mais le problème vient des habitants d'Eo, peu scrupuleux. C'est la rivière qui amène tout. On nettoie et le lendemain, il y a la pluie, ça revient au même. Ici, ça a été nettoyé récemment? Tout était nickel. C'était propre. Les enfants, il y a une école à côté, tout le monde joue là. Maintenant, ils n'arrivent même pas à jouer. Et tout ça vous dépasse? On est déjà dépassé parce qu'on ne peut pas tous les jours faire la même chose, Ça nous fatigue. L'association Les Gardiens du Littoral travaille depuis 3 ans dans la protection de l'environnement sur la commune de Koungou. Cette année, pour soutenir ses actions, elle espère plus de moyens matériels. Elle attend une vingtaine de jeunes des quartiers en service civique, un soutien de l'instance régionale de la jeunesse et des sports.
Une actualité qui nous conduit à s'intéresser au ramassage des ordures dans les différents quartiers de l'île. Beaucoup se plaignent de ne pas être informés par les jours de ramassage. Et à cette fin, le CIDEVAM vient de publier un calendrier de collecte des déchets. Plus de précisions avec Géraldine Lui et Daniel Abdou. C'est pour éviter des poubelles qui débordent que le CIDEVAM publie son calendrier de ramassage. Personnalisé pour chaque commune, il établit la fréquence de passage. 3 ramassages par semaine pour les déchets ménagers et 2 fois par mois pour les autres types de déchets. Quand nous sommes arrivés, il n'y avait pas de calendrier. Et qu'est-ce qu'on a fait? Il y avait un calendrier qui n'était pas réellement opérationnel ou qui n'a pas été formalisé. Donc notre devoir, c'est de faire en sorte que toute la population sache exactement à quel moment ils doivent sortir leurs déchets pour pouvoir les récupérer, pour éviter l'anarchie de déposer tous les jours des déchets. La mise en place du calendrier de ramassage est effective depuis le 2 janvier 2019. Mais l'habitude de sortir les poubelles chaque jour et parfois les voies d'accès pose problème. Je ne connais pas tous les jours de ramassage. Je sais seulement qu'ils passent le vendredi et le mardi. Des fois, il faut avouer, nous avons certaines défaillances liées aux pannes des véhicules. Ou bien nos véhicules n'arrivent pas à pénétrer des voies parce que des voitures mal garées, et donc on ne peut pas. Et si dans le cas contraire, cela relève de notre faute, il est de notre devoir de comprendre que si ce sont les agents qui ne sont pas passés, et donc des sanctions administratives sont prises. Et ça, des agents peuvent en témoigner. Parce que des fois, le SHIDA l'emporte sur la conscience professionnelle. 48 000 calendriers ont été imprimés, dont 33 000 sont disponibles en mairie gratuitement. Ils ont coûté 43 000 € au CIDEVAM, qui ne lésine pas sur les moyens d'informer la population. La campagne de communication est relayée par des agents de sensibilisation. Il faudrait que vous passiez à la mairie chercher votre calendrier. Il y a plusieurs types de déchets, alors il faut faire attention quand vous sortez vos ordures. Il faut les sortir les bons jours. 12 agents de terrain ont déjà fait du porte-à-porte et distribué 3000 calendriers. Ils entameront lundi une opération mégaphone dans les quartiers dits informels. Dans l'actualité également, le passage aux 35 heures à Mayotte, effectif à Mayotte depuis le 1er janvier pour les entreprises de moins de 20 salariés. Une application qui entre en vigueur 7 mois après les moyennes et grandes entreprises. Alors, quel bilan et quelle analyse? Éléments de réponse avec Laïni Saïdachim et Atoumani Simba. Depuis la mise en œuvre du décret d'application en avril dernier, les entreprises mahoraises ont encore du mal à suivre. S'il est encore tôt pour faire un bilan de manière exhaustive, le retard pris par le patronat pour accompagner ses adhérents a eu des conséquences notamment économiques chez ces derniers. Les entreprises ont été mal orientées pour beaucoup et risquent de ne pas en fin de compte bénéficier de la prime, le passage aux 35 heures qui est de 1 400 €, qui est aussi dégressive sur 5 ans. Et aussi qui ne suffit pas à combler les pertes puisque ça génère quand même une augmentation de charges de 11%. Et donc cette année, ce sont les entreprises de moins de 20 salariés, donc toutes les entreprises de Mayotte qui vont être confrontées. Donc pour cela, je pense qu'il faudra encore de l'accompagnement. Les entreprises locales n'ont par ailleurs pas bénéficié des effets positifs de la loi en améliorant l'organisation du travail afin de booster l'embauche. Pour la CGT, quand il s'agit d'aligner les droits des salariés locaux au niveau national, les entreprises mahoraises feraient de la résistance. Il y a des aides qui sont prévues. S'il y a des employeurs qui ont fait le choix de ne pas profiter de ces aides, de faire le choix de ne pas appliquer les 35 heures comme ça a été dit, c'est leur responsabilité. Mais en soi, les 35 heures, c'est la base qu'il faut respecter et qui doit être respectée par tous. Et il ne faut pas non plus que certains employeurs profitent de cette réduction du temps de travail et réduire le salaire du salarié. Pour faire rentrer les entreprises mahoraises dans les rangs, le MEDEF compte accompagner ses adhérents autant qu'il faut pour appliquer pleinement les 35 heures à Mayotte.
Direction le sud de l'île avec la méfiance des habitants de Mbouini à l'égard d'un homme, Jérôme, qui se dit guérisseur par médecine traditionnelle. Il est accusé par les habitants d'être un charlatan qui se fait passer pour un médecin. Pour sa défense, il explique que ces pratiques sont tout simplement de la médecine traditionnelle à base de plantes naturelles. À Mbouini, à Kimali Saïd, Youssouf Abed Matouar. Entre croyances et méfiance, entre rumeurs et réalité, le petit village de Mbouini, dans la commune de Kanikili, est plongé depuis 2 mois dans une histoire autour de Jérôme. Une histoire qui a mobilisé jusqu'à la police municipale. Un signalement à son sujet a été fait auprès des autorités sanitaires. Les pratiques médicinales de Jérôme sont jugées ici particulières. J'ai vu qu'il a écrit sur son portail médecin, médicaments naturels, santé secret. Donc je me suis dit, oh là là, j'ai jamais vu un médecin comme ça. Je ne peux pas le juger parce que je ne le connais pas, je ne sais pas si c'est vraiment son métier. Mais je me méfie un peu parce que je n'ai jamais entendu parler de lui. La réalité est que Jérôme ne relève pas de la médecine conventionnelle. Avec son épouse, il pratique une médecine traditionnelle malgache à base de plantes. C'est une médecine secrète qui vient de Madagascar. Et nous sommes ici venus pour expliquer aux gens ce qu'on produit, ce qu'on fait avec des plantes naturelles. À Madagascar, ça marche. On a plus de 1000 clients déjà guéris de toute maladie. Dans Mayotte, société de croyances animistes, les faits et gestes de Jérôme devraient normalement passer inaperçus. Seulement voilà, ici, des Occidentaux qui se veulent guérisseurs ne courent pas les rues. Il n'en fallait pas plus pour que l'intrigue se transforme en psychose. Jérôme a dû effacer les écriteaux qui vantaient sur son portail ses performances en médecine traditionnelle, une médecine qu'il qualifie lui-même de secrète. Et on en vient à la visite à Mayotte du président de l'ALEFPA, l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie. Elle intervient notamment dans le cadre de l'accompagnement des enfants, des adolescents, des adultes et des familles en situation de handicap, en difficulté sociale ou malade. Plusieurs rencontres ont eu lieu, notamment avec l'ARS et des acteurs sociaux. Michel Caron, qui est en direct depuis Mamoudzou. Bonsoir, monsieur. Alors, vous étiez à l'ARS ce matin. Il était notamment question de la prise en charge des personnes fragiles à Mayotte. Que ressort de cette réunion et quels sont les enjeux pour Mayotte à ce sujet ? Écoutez, nous avons habituellement des contacts avec l'Agence régionale de santé depuis plusieurs mois. Elle connaît bien l'ALEFPA et nous nous inscrivons dans les perspectives de travail à développer sur le champ du handicap et autour du secteur médico-social. Vous avez notamment répondu à un appel à projet de l'Agence régionale de santé, l'ARS. Sur quoi repose cet appel, ce projet justement, auquel vous avez répondu ? Alors écoutez, vous me permettrez d'être réservé, non pas que la question est hors de propos, simplement je suis très respectueux des règles par rapport à ceux qui déposent des projets et je m'impose moi-même ces règles de réserve. Par contre, je peux vous dire que ma présence à Mayotte porte particulièrement sur les prises de contact avec des associations que j'ai rencontrées, l'UDAF qui joue un rôle important dans les associations familiales. J'ai rencontré également la Croix-Rouge, qui joue un rôle important vis-à-vis de personnes qui sont en grande difficulté, que tout le monde connaît. Et puis j'ai aussi fait d'autres rencontres avec des conventions en projet ou des conventions déjà signées dont je peux vous parler. Justement, à ce sujet, vous dites que vous avez rencontré donc plusieurs acteurs sociaux, vous venez de les citer. Le manque de structures pour accueillir les personnes qui font l'objet de fragilité sociale notamment est criant à Mayotte. Quelle est la priorité à Mayotte en matière de structure ? Écoutez, au fond, l'expérience de l'ALEFPA, c'est l'expérience d'une association qui a été présente depuis 60 années à différents endroits
Nous avons pris des contacts depuis quelque temps avec Mayotte parce qu'il y a nécessité de répondre aux besoins des personnes handicapées, des enfants, des adultes. J'ai signé récemment une convention avec l'association Ouassissa Zifeli Maoré, qui se préoccupe de polyhandicap, de personnes polyhandicapées, et nous sommes appelés dans l'avenir à développer nos activités ensemble. Voilà. Et donc nous faisons aujourd'hui, au vu des besoins en effet importants de Mayotte, ce que nous avons déjà fait à d'autres endroits et en particulier à La Réunion où il y a eu également besoin de développer des structures médico-sociales. Pour terminer, que retenez-vous des différentes rencontres que vous avez eues durant votre séjour? Eh bien, écoutez, moi je suis encouragé parce que je constate que il y a sur le terrain des acteurs qui sont impliqués, qui ont finalement une attitude d'ouverture et de confiance. Je vais proposer à mon conseil d'administration dans les jours qui viennent de valider une convention avec l'Institut régional du travail social et ensemble nous avons dans ces conditions-là les moyens de lancer une vraie politique de formation qui permettra notamment, principalement et prioritairement aux Mahorais de rentrer dans des filières qualifiantes dans les métiers du secteur médico-social. Michel Caron, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions en direct de Mamoudzou, un direct réalisé avec le concours d'Atoumani Simba. Environnement avec l'association Adédupass qui a mobilisé ses membres ce dimanche dans le cadre d'une opération de plantation à Passamenti, des arbres fruitiers et des fleurs pour rendre plus agréable le parc de la localité. Yasmine Jafar, Fahar Hosseini. Ils mettent du cœur à l'ouvrage. Les grands d'un côté, les plus jeunes de l'autre, ils sont tous animés par la même ambition, embellir Passamenti. En plein Kashkazi, il est certain que ce dur labeur apportera très vite ses fruits. On est dimanche, c'est un sacrifice de montrer l'exemple à la jeunesse, de prendre soin de la ville, de la santé de la ville, par ce biais des plantations, tout simplement. Tous font partie de l'association pour le développement durable de Passamenti, Adédupass. L'effort de chacun a complètement métamorphosé ce lieu. Autrefois marécageux, il est devenu le premier aire de jeu de la localité. Naduf et ses camarades sont fiers d'avoir participé à cette action. Avant, ici, il y avait un autre arbre qui nous a fait... On pourrait dire qu'il nous a fait souffrir parce qu'on n'arrivait pas à le sortir. On a pu replanter ce fruit à pain. Après, on pourra avoir plus de fruits à pain à manger. Il faut améliorer le cadre. Donc, on est en train de rajouter des plantes qui vont fleurir sur le site et égayer un peu plus le site. Il y a également, on y a rajouté des plantes utiles comme les fruits à pain, comme les bilimbi. En tout cas, des plantes qui pourront mettre de l'ombre, mais également être utiles pour la population qui côtoie le site. Le choix des plantes n'est pas anodin. Et avoir la main verte n'est pas chose donnée à tout le monde. Il faut avoir le don, la patience et l'envie. Ces habitants de Passamenti ont sûrement ce don. L'association Adédupass veut être un exemple, inciter les autres villes à créer un espace vert, une façon de donner également un autre visage à leur localité. Et on referme ce journal avec une pensée attristée à l'endroit de Keldi Oumadi. Il nous a quittés aujourd'hui. Originaire de Sada, l'artiste a été enterré aujourd'hui à Mtsapere. À travers son tube Hima Wendelikoli, comprenait Lève-toi et va à l'école. Il a marqué plusieurs générations de Mahorais. Sa chanson a servi à conscientiser sur l'intérêt de l'enseignement et de l'éducation. En voici un extrait. Une pensée notamment à ses 5 enfants
et son épouse. Voilà qui met un terme à cette édition. Mais avant de nous quitter, je vous rappelle le titre principal développé dans ce journal. Au lendemain du décès d'un enfant emporté par les eaux dans un caniveau non couvert à Kaweni, nous nous sommes rapprochés des différentes autorités pour évaluer les responsabilités face à ce drame. Le maire de Mamoudzou a annoncé mettre en œuvre les moyens pour sécuriser l'ensemble des caniveaux de la commune. On parle ici d'un chantier dont l'étude a commencé, le montant 2 millions d'euros. Merci pour toute votre fidélité accordée à notre journal, vous qui nous suivez en télé, en radio, mais également sur notre page Facebook, sur notre site internet La Première et sur YouTube. Dans un instant, vous serez avec Darwesh Daou pour le journal en maoré. On se retrouvera demain à 13h pour le journal de la mi-journée. Très belle soirée à tous sur La Première.